pas faire trop de bruit. Salut toi, hop là, on se retrouve ici. Aujourd'hui, ça sera une vidéo foire aux questions pour répondre à toutes vos questions et surtout pour vous remercier ou en tout cas vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes maintenant presque 2600 personnes à me suivre. C'est juste fabuleux et j'avais fait ça quand vous étiez 1000. Je me dis, t'imagines là, 2600 personnes juste là, dans cette rue. On verrait plus la route. C'est juste fou. Des fois, ça me fait naître des émotions. Alors, je vais en profiter pour répondre à toutes vos questions, souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Certains d'entre vous ont pris l'habitude de me parler en privé et je réponds à toutes leurs questions naturellement et dès que je peux. Sachez que ça me prend pas mal de temps de faire ça, de prendre ce temps-là de vous répondre. Du coup, ce type de vidéo, je trouve, va permettre de pouvoir répondre à des questions d'une que certains d'entre vous ne se sont pas encore posées, mais qui peuvent vous intéresser. Et de deux, éviter que je réponde à 15 fois à la même question. Alors, l'une des toutes premières, qui je pense a totalement lieu d'être vu où je suis, je les ai notées sur mon téléphone, qui vient de Mika Baudra. Dans quelle région vas-tu t'arrêter? Alors, je vais essayer de pas trop interpréter la question et essayer toujours d'être le plus juste possible dans mes réponses. Mais souvent, elles me font poser d'autres questions dans ma tête, donc c'est pas facile. Dans quelle région je compte m'arrêter? Je ne sais pas si quand tu dis ça, tu mets en avant le fait que dans ma dernière vidéo, j'explique que j'ai envie de créer une maison, etc., d'un lieu où j'ai envie de vivre. Mais en tout cas, si je la lis telle qu'elle est là, la région dans laquelle je pense dans ma vie, j'aimerais m'arrêter, c'est un petit peu la Dordogne, qui est un lieu dans lequel, pour les 50-60 prochaines années, ça fait partie des régions les plus propices, voire justement créer un habitat où je pourrais essayer de vivre en autonomie, où le réchauffement climatique n'aura pas un énorme impact, et en termes de pollution d'eau et aussi en termes de dynamique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais si c'était pour la suite du voyage, aujourd'hui je suis à Aurillac dans le Cantal. Je rends visite à mon frère de route avec qui j'ai voyagé pendant pas mal de temps. Il y a d'ailleurs des épisodes sur la chaîne qui s'appellent Jamais sans son sac et tu peux aller les voir. Là je m'apprête à aller à une boulangerie pour acheter le petit pain de midi. Alors, j'ai mon pain. Ça c'est bon. Continuons ensemble. Titus Sénez. Excuse-moi, je parle un petit peu de la gorge et du nez. J'ai pris un petit rhume, c'est pour ça que j'ai pas été trop présent sur les réseaux dernièrement. Titus Sénez qui dit: comment fais-tu pour financer ton voyage? J'imagine donc essentiellement l'essence. J'ai plusieurs manières de financer mon voyage. La première, mes économies. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une entreprise. Vu que j'ai appris à vivre sans argent, je peux te dire que j'ai mis un peu plus de presque 10 000 € de côté, qui m'a permis d'acheter une bonne partie du matos que j'ai là et s'occuper de l'aménagement du van et des outils qui étaient nécessaires pour l'aménager. Donc ça a fait un bon petit trou dans mon portefeuille. En 15 mois, j'ai mis 10 000 € de côté. Donc l'essentiel du financement, ça va être mes économies, qui va être orienté sur l'essence. La nourriture, c'est pas ce qui coûte le plus cher, tout en sachant que j'essaye d'aller à la rencontre des gens et que sous le principe de l'échange, j'arrive à me faire nourrir. Secondement, j'ai accepté pour la première fois de ma vie de toucher le RSA. Jusqu'ici, tous mes voyages, j'avais le droit à Pôle emploi et toutes ces choses-ci, mais vu que je voyageais sans argent, j'estimais que j'avais pas à toucher cet argent. J'ai créé ma micro-entreprise et elle me permet sur la route de faire quelques affûtages, quelques petits chantiers, etc. qui m'apportent une centaine d'euros par-ci par-là. Jusqu'ici, j'ai rien fait payer tout ça parce que j'ai réussi à me débrouiller dans du troc, à dire ben voilà, je fais ça pour toi et au lieu de me donner cet argent, on fait une sorte de troc. Tu me mets 100 € d'essence dans le van, ou tu me donnes de la nourriture, ou tu me payes telle pièce qui est en panne sur mon van, etc. Puis j'ai créé ma micro-entreprise. Ça va faire presque 8 mois. J'ai rentré 0 d'argent parce que j'ai gagné 0 d'argent grâce à ces potentielles activités. Et c'est ce sur quoi je vais travailler prochainement, les prochains jours. Ça, on va pouvoir en parler. Il y a certaines autres questions qui en parlent. Alors, la question suivante, le chat qui vole, mon pote Félix, allez voir sa chaîne si vous la connaissez pas, qui demande justement où je compte m'installer, donc qui est un peu plus précise que la question précédente, pour construire ma maison dans le futur. Attends, je vais lire le reste de la question. Attends, je vais éviter de faire du bruit ici. Je continue là-haut. Plus qui rajoute, ton tour de France t'a donné un bon aperçu de toutes les régions. Justement, dans toutes mes rencontres, et surtout la plus belle et la plus grande qui a été celle de Nicolas quand j'avais 19 ans, qui lui s'est beaucoup renseigné et a fait beaucoup de maraîchage, comment on appelle ça? À Pau. C'est bon, j'ai ma réponse. Donc il a fait pas mal de permaculture, s'est beaucoup renseigné sur les régions telles que les Alpes, enfin toute la France, et s'est aperçu que la Dordogne était le plus équilibré pour les prochaines années, tout en sachant que j'ai des amis là-bas, la famille qui s'y trouve un petit peu, et que c'est ce qui est le plus propice
Là-bas dans cette région, il y a vraiment une dynamique, il y a beaucoup de gens qui font de la permaculture, il y a beaucoup d'associations qui sont vouées à faire des éco-villages, et des écoles alternatives, etc. Donc c'est vraiment un lieu pour le moment qui m'attire, mais ça ne veut pas dire que je vais pas essayer de regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Pour le moment, cette zone, que ça soit en termes visuels, est belle, humainement, je trouve beaucoup de belles personnes, et cette dynamique m'attire. Alors, question suivante, Jérôme P. Quand tu dépasses ta zone de confort, donc ça j'en parlais dans une de mes dernières vidéos, es-tu conscient dans l'instant de ce dépassement ou le conscientises-tu une fois effectué? Je pense que tout dépend de l'ampleur en fait du potentiel danger, du potentiel problème à régler, de tout ce que ça comporte. Même si je suis déjà dans une zone qui est plus confortable, quelque chose qui est difficile de base restera difficile. Après, il y a toujours ce petit truc où tu sens qu'il faut que tu passes la petite marche supérieure, où tu as un moment de doute, où tu as un moment où c'est pas confortable. Je sens que je sors de ma zone de confort et c'est assez perturbant de te savoir derrière. La zone de confort. Ouais, voilà, ouais, ben voilà. On parle des zones, parfait. Ben, on parle des zones de confort. Derrière moi, il y a Apolline qui est en train d'écouter ce que je dis. Et c'est vrai que parler tout seul à ma caméra, ça va plutôt bien. Dès qu'il y a quelqu'un qui est autour, ben, ça me perturbe un peu plus parce que d'une, je me sens écouté et je sens que il faut justement que je fasse cet effort de dire non mais c'est pas grave, il faut que je fasse ce que j'ai à faire et je me fiche du regard de l'autre. Là où c'est plutôt perturbant aujourd'hui par exemple, le regard de l'autre, ben, je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. C'est compliqué de se détacher de ça, du regard de l'autre. Aujourd'hui c'est pas quelque chose que j'ai. Là où c'est perturbant pour moi, c'est d'avoir une autre personne qui est derrière la caméra ou qui est à côté de moi, qui écoute, et c'est plutôt ce côté de se dire ben, je la snob ou peut-être qu'elle aimerait intervenir ou en fait elle est dans la pièce et je m'en préoccupe pas. Et ça c'est plutôt être capable aujourd'hui par exemple de dire pour moi dans mon travail, dans ce que je fais, de dire non là c'est mon moment et il faut pas que j'y fasse attention, il faut pas que j'y prête attention, j'ai à faire ce que j'ai à faire. Et voilà, là je me rends compte que j'ai déjà passé cette petite barrière de dire bon ben oui effectivement il y a Apolline mais là tu es enfin en train d'écouter et j'ai à faire ce que j'ai à faire donc je le fais. Là je l'ai senti, je sens que j'ai passé cette barre là. Je dis pas que c'est terminé et que j'aurai pas à le refaire à chaque fois, mais c'est une conscience mentale qu'il faut mettre en place. Et après, pour la question de savoir est-ce que je le conscientise plus tard, ce que je vais conscientiser plus tard, c'est la validation de cette étape, de dire maintenant c'est validé. Maintenant, ça ne me pose plus problème. Maintenant, j'en ai rien à foutre. Comme je peux dire, j'en ai rien à foutre du regard des autres. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Hop là. Ensuite, on a Emma Tagada qui dit « Penses-tu qu'il est possible d'autant vivre le dépaysement en faisant des voyages tout au long de notre vie, mais par période de 15 jours à 3 semaines par an, où tout condensé en 2-3 ans puis se poser? Est-ce que ça vaut le coup ?» Enfin, ça vaut le coup. Après, il y a d'autres questions sur l'administration, mais je vais tout d'abord répondre à celle-là. Je crois que j'en parle dans une vidéo. En termes de dépaysement, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours ressenti à chaque fois que je suis parti, à chaque fois que j'ai quitté le foyer, à chaque fois que j'ai quitté mon boulot, un endroit, etc. et que je suis parti à l'aventure. Il y a toute une zone d'inconfort pendant 2 semaines. En fait, tu dois complètement péter tes habitudes. Pendant 2 semaines, en fait, il y a tout qui change et tu as 2 semaines d'adaptation. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Selon les aventures, peut-être que ça change. Dans mes périples où j'étais en mode, je sais pas ce qui va m'arriver parce que je vais vivre ma vie. C'est pas je vais voyager, je vais vivre. Les 2 premières semaines étaient compliquées. Il y avait à la fois l'enthousiasme de se dire, je suis en train de faire ce que je fais, et en même temps, l'inconfort, l'habitude, le corps qui doit s'adapter au changement climatique, au fait de porter un sac, tous ces trucs-là. Au bout de ces 2 semaines, quand tu as passé ces 2 semaines, il y a toujours eu ce truc de « Waouh, c'est juste génial, je kiffe ma vie, etc. » Et c'est au bout de 2 mois, c'est vraiment 2 semaines, 2 mois, au bout de 2 mois où là, tu prends conscience que tu as potentiellement envie de rentrer chez toi, que tes proches te manquent, tous ces trucs-là. Et je trouve que c'est à ce moment-là où tu prends vraiment conscience de qui tu es, de ce que tu veux dans la vie, parce que tu vas avoir ces sortes de déprimes, de remise en question, plus en mode je voyage, c'est là je suis vraiment en train de vivre une expérience qui va peut-être changer ma vie, où je suis loin des autres, où je suis tout seul, et cette solitude en tout cas à chaque fois a été à ce moment-là vraiment dépaysante, dans le sens où je me suis retrouvé face à moi-même. Pour moi, dire que dans ta vie tu vas partir 2 semaines ou 3 semaines, tu sais automatiquement que tu vas retourner dans ta vie derrière. Tu sais automatiquement que tu vas rentrer dans ton foyer. Un petit peu pour essayer de le schématiser, quand je suis parti en sac à dos, je faisais gaffe à tous mes pas. Je faisais gaffe à ma nourriture.
je faisais gaffe à pas trop faire d'efforts, je faisais attention à marcher 2 jours, avoir un jour de repos. Ça, tu le fais parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais pas si c'est 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, toute ta vie. Et donc, tu peux plus te permettre de faire une course. Alors que la même personne qui se dit, je pars 15 jours, et bien tous les jours elle va faire 30 bornes, elle en a rien à faire parce qu'elle sait qu'à n'importe quel moment elle rentre chez elle, elle a une salle de bain qui l'attend, un bon repas, que même si elle est toute rachitique, elle va pouvoir se refaire une santé. Là moi j'avais pas ça. Donc je pense que ça peut un petit peu permettre de visualiser le truc, ou partir sur du long terme te transforme complètement ta vie que de partir tout simplement en vacances. 2 semaines ou 3 semaines. Est-ce que ça vaut le coup? Ben moi je dirais plutôt par 2-3 ans, même une année. Vraiment une année c'est dépaysant. Et surtout si tu as le moyen de te dire je pars vivre un truc mais je n'ai pas de temps déterminé. Là tu vas te libérer la conscience et tu vas réellement pouvoir profiter du moment présent. Alors niveau administratif, c'est pas trop le bordel. Genre tes courriers, tes factures, les impôts ou toutes ces joyeusetés, tu dois rentrer de temps en temps au bercail ou tu as trouvé une solution online. Alors déjà les impôts j'en paye pas, donc ça c'est pas un problème, donc ça se fait en ligne. Tout ce qui est papier aujourd'hui, assurance, mutuelle, la banque, ça se fait en ligne, donc ça c'est pas non plus un problème. Tout ce qui est facture c'est dématérialisé aujourd'hui. Et après, ça c'est peut-être le plus compliqué pour quelqu'un qui n'a pas cette solution. J'ai toujours mes parents, mon adresse fixe est chez mes parents. Tu peux trouver un ami, tu peux trouver n'importe qui pour le faire. Je crois qu'il y a d'autres solutions possibles, mais moi mon adresse est chez mes parents. Donc si je dois recevoir un courrier, c'est mes parents qui le reçoivent, ils ont le droit d'ouvrir tous mes papiers. Peut-être qu'en 1 an, ils ont dû ouvrir 2-3 courriers et c'est pas du tout important. Donc pour moi, non, c'est pas du tout un souci. Le plus problématique, c'est quand je dois recevoir du courrier dont j'ai besoin, que ce soit du courrier ou des colis. On pourrait se dire que c'est le plus problématique. Aujourd'hui, il y a quand même des solutions où on peut se faire livrer dans des points relais. Par exemple, c'est ce que j'ai fait quand j'ai traversé l'Allemagne, la Suède, la Finlande. Il y a des points relais partout dans le monde. Donc j'ai pu me faire livrer à droite à gauche. Les courriers c'est pareil, tout en sachant qu'en fait forcément quand tu pars comme ça sur les routes, tu rencontres du monde. Là par exemple je sais que j'avais une adresse en Allemagne, le mec je l'ai rencontré, on a discuté un petit peu. Finalement il a fini par me donner de la bouffe, un petit peu m'héberger, m'offrir une douche. Et m'a donné son adresse en mode si tu as besoin de revenir à la maison ou recevoir des trucs à la maison, tu peux. Et ça il y en a partout dans le monde. Hop là, viens on va se poser confortablement. Alors Olivier Peduso, de nouveaux projets de parapente dans le futur. Alors, des projets parapente, ça on a discuté pas mal avec Félix, donc le chat qui vole, on communique pas mal. Et on est un peu des autistes, enfin en tout cas je vais parler de moi, pas de lui, mais je suis un peu un autiste dans le sens où s'il y a un truc qui me plaît, je fonce à fond, je le pense jusqu'au bout. Et quand je vois que j'en ai fait le tour, ou que je me suis suffisamment rassasié, je vois plus l'utilité d'aller, de continuer dans ce truc-là. Le parapente, j'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça une bonne dépression et j'ai failli arrêter carrément le parapente. Coma et que je me suis auto-dégoûté du parapente. Aujourd'hui, faut savoir que ça a été pour moi un moyen de déplacement pendant mes voyages. C'est pas dans ma tête quelque chose d'obligatoire à faire. Ça reste une passion. Aujourd'hui, vu que je ne me vois plus, je n'ai plus pour le moment envie de voyager à sac à dos et me déplacer sans arrêt. Je garde mon parapente avec moi, mais je ne me vois pas faire un projet parapente pur et net. C'est plus mon centre d'intérêt principal, comme ça a pu l'être quand je suis parti, pour ceux qui ne le savent pas, à pied, sans argent, en stop et avec mon parapente. Ça commence à faire maintenant 5 ans que j'en fais. D'habitude, un sport, au bout d'1 an, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et il m'ennuie. Là, ça fait 5 ans, c'est quand même énorme. Et vu que je m'oriente sur des projets qui vont prendre énormément de temps et que j'ai beaucoup de passion, j'ai pas forcément de projet là de suite, purement parapente. Je dis pas que je m'offrirai pas justement de temps en temps 1 à 2 semaines où je pars avec des potes et on se dit on va à tel endroit, telle montagne et on fait une vidéo parce que j'adore faire de la vidéo tout en profitant de faire du parapente, continuer à apprendre mes figures, continuer à percer là-dedans. Donc j'aurais pu faire la réponse très claire en disant non, j'ai pas de projet de suite parapente, mais je l'ai pas fait. Ensuite on a, alors ouais, j'ai déjà lu cette question et le premier truc que je me suis dit c'est oh l'enfoiré. Thierry Nogero, si je te prononce mal, t'as le droit de le dire en commentaire. C'est quoi le sens de la vie? Alors cette question, elle est assez, elle est vicieuse.
elle peut être très simple. J'ai envie d'y répondre tout simplement, donc peut-être prends ce premier truc qui vient, qui pour moi le sens de la vie c'est juste vivre, aimer, donner de l'amour et aimer. Vraiment j'ai l'impression que c'est ça, et pour moi apprendre, tout le temps apprendre constamment, vraiment. Demain si j'arrête, j'ai l'impression que je dois arrêter d'apprendre, fait que j'ai plus rien à apprendre. Peut-être si j'ai des enfants, le fait de juste donner de l'amour ça me suffira, mais je trouverais que la vie serait très très fade et je me mettrais une balle quoi. À partir du jour où j'ai l'impression que j'ai plus rien à apprendre, il n'y a plus de sens dans la vie. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, apprendre et transmettre, pour moi c'est ça le sens de la vie. Mais c'est un équilibre, si t'as que d'un truc c'est pas équilibré. S'il n'y a pas cet équilibre, je perds un peu le sens de ma vie. Bon, ouais, j'ai réussi à répondre simplement à ce truc là, je m'y attendais pas. Alors Frédéric Schmitz, sais-tu déjà dans quel coin tu comptes t'installer? Je vais pas y répondre, j'y réponds pas parce que j'ai déjà répondu dans 2 autres questions. Je pense la Dordogne, mais ça reste une pensée et je sais pas ce que me réserve l'avenir. Sac qui demande est-ce que je baise? Alors je sais que c'est une pure déconnade parce que c'est un peu, mais baiser comme on l'entend, j'ai essayé, ça me plaît pas, j'y arrive pas, je bande mou. Donc non, je baisse pas, je fais l'amour. Le chat qui vole qui pose une autre question. Alors ça c'était sur Instagram. Quel est ton youtubeur préféré? Youtubeur préféré? Eh ben oui, celui-là si je pouvais le remercier. Donc c'est pas toi Félix hein. Mon youtubeur préféré qui n'existe plus aujourd'hui sur la toile, ça a été Diablo X9. Si tu le connais pas, peut-être tu peux encore trouver des vidéos là-dessus. Et ce mec, en fait, je me suis retrouvé dans sa manière de penser. C'était un précurseur des youtubeurs, vraiment. Ça a été un des premiers, en tout cas que j'ai connu sur la toile, qui, en fait, faisait des vidéos YouTube sur les jeux vidéo. À l'époque où moi je jouais aux jeux vidéo. Quand j'étais gosse, il y en avait qui adoraient des trucs télé-réalité, des trucs qui se passaient, Johnny Depp et tous ces trucs-là. Moi, ça a été Diablo X9, en mode, waouh, mais ce mec faisait de sa passion un travail. Et ça a été le premier à dire, mais attendez, je travaille plus que des gens qui sont salariés, et je vois pas pourquoi moi, je gagnerais pas d'argent à faire ce que je fais, en travaillant, mais pour faire des vidéos, je peux te le dire, je passe des fois 75 heures par semaine à faire mes publications, mes photos, mes prises vidéo, mes montages vidéo pour quasiment zéro. Aujourd'hui, grâce à la chaîne YouTube, ah oui, j'ai pas parlé de ça dans les financements, mais je gagne un tout petit peu d'argent en tout, grâce au Patreon et grâce à YouTube. En tout, je gagne à peu près 50-45 €, depuis peu, depuis 2 mois. Oui, donc ça a été le premier pour moi qui a été un petit peu révolutionnaire en disant hey, mais en fait, vu que j'ai pas un vrai contrat, vu que j'ai pas un patron et vu que c'est pas un métier qui existe, et de ce que je fais, il n'y a aucune valeur. À l'époque, il s'est fait mais cracher dessus le type. On l'a insulté, on lui dit mais mec, vas-y, tu fais juste des vidéos de jeux vidéo, le jour où tu auras un vrai travail, que tu arrêteras de jouer, tu pourras parler de te faire payer, mais maintenant, ferme ta gueule en plus clair. Bon, aujourd'hui, il y a des youtubeurs qui gagnent des milliers et des milliers et des milliers, ils divertissent des milliers et des milliers, voire des millions de personnes. Je veux dire, le but de la télé, c'est soit d'informer, et il y a des youtubeurs qui s'occupent d'informer des gens, bien mieux que la télé à mon goût, et ou à divertir, et des fois des divertissements et des informations qui sont bien mieux que de la télé. Sauf que travailler à la télé, c'est un métier qui existe depuis je sais pas combien d'années, donc c'est reconnu, donc tu as le droit de le faire. À l'époque, dire ben voilà, je travaille plus que sûrement ce mec qui est sur son plateau télé et j'ai pas de diplôme qui existe et j'estime que je devrais gagner un petit peu d'argent et c'est normal, c'est pas reconnu. Et ce mec en fait m'a permis de dire ok, je vais pouvoir peut-être vivre de ma passion. Donc de ce qu'il a fait en très peu de temps m'a montré qu'il était possible de faire plein de choses. Donc pour ça en fait c'est mon youtubeur préféré. Louise GNR qui demande trouves-tu facilement des spots pour dormir? En van c'est plus compliqué je trouve qu'en tente. Parce qu'en van, tu es obligé d'être sur des endroits où ton van ne va pas s'embourber. Mais ça reste ultra facile. Quand je suis en mode je trace ma route et j'en ai rien à faire parce que je compte pas rester sur place et j'en ai rien à faire du paysage, j'utilise cette fameuse application qui s'appelle Park4Night. Donc c'est des gens qui disent ben voilà j'ai dormi à tel endroit, c'est plutôt bien, on peut y mettre, il y a un point d'eau, il y a ceci, etc. Je l'utilise mais par contre je n'y contribue pas. Donc oui, je trouve très facilement. Sandre C, on a toujours la question de l'argent qui revient et je le comprends. C'est une des plus grandes peurs de notre siècle, manquer d'argent. Comment tu voyages avec très peu d'argent? Je voyage avec très peu d'argent parce que j'ai très peu de besoins. Enfin, faut arriver à considérer ça, que vu que j'ai appris à voyager avec zéro, hein, pas de carte bleue, rien, tu comprends vite ce qui est l'essentiel. Manger et boire, le reste c'est pas essentiel. Avoir un toit sur la tête, c'est très bien. C'est pas essentiel sur le moment voulu, c'est pas essentiel.
Une nuit c'est pas grave, bon long terme, pas avoir un toit sur la tête quand il pleut, quand il neige, c'est un peu galère. Oh, je prends un petit peu l'air là. Donc autant te dire qu'à partir du moment où tu considères la vie comme ça, le moindre argent tu es capable de l'économiser. Mes habits, le pantalon par exemple que j'ai sur moi, ça fait depuis l'âge de 19 ans que je le porte. J'en ai pas racheté depuis, j'ai des fringues que l'on me donne, des fringues que je peux changer avec des potes. Je veux dire ma garde-robe c'est une dizaine d'habits et je l'ai depuis je sais pas combien d'années. Il y a très peu d'achats inutiles que je fais. L'argent que j'investis souvent ce sont des outils de travail, ordinateur, caméra, machine à coudre, outils pour la menuiserie, etc. Donc ce sont des outils qui me servent et qui peuvent même me permettre de me rapporter derrière de l'argent. Donc voilà, je peux voyager avec peu parce que j'ai très peu de besoins. Pour dire rien qu'avec mon RSA, quand je reçois mes 450 € à peu près de RSA, j'arrive à épargner directement 200 €. Je sais que je les mets de côté, j'en aurais pas du tout besoin. Et le reste, des fois j'arrive même à faire des économies dessus, tout en sachant que j'ai voyagé avec mon van. Donc tu arrives à comprendre le délire, sans taper dans mes réserves. Les seuls trucs où j'aurais eu besoin d'un tout petit peu plus à la limite, c'est vraiment quand j'ai fait des achats qui me paraissent utiles. Qui me paraissent utiles, je dis bien, pas qui sont utiles. Croire que ma caméra c'est utile, ça répond à un besoin que j'ai aujourd'hui, mais il n'est pas fondamental. Et donc je considère la vie comme ça, et tout ça c'est du bonus en fait. C'est que du plaisir, c'est que du confort. Alors pour répondre à la question des petits vieux Big Titou, je suis originaire d'Agen. Donc il me demande d'où je suis. Je suis originaire d'Agen à peu près. Je suis vraiment dans un tout petit village dans le sud-ouest de la France. D'où le potentiel accent que tu peux entendre. Mais bon là je parle un petit peu avec la gorge, je parle un petit peu avec le nez donc ça s'entend peut-être pas trop. Voilà, je viens de là. Alors, est-ce que je serais dans la capacité et l'envie de vouloir aménager des vannes pour d'autres personnes, moyennant rémunération? Effectivement, c'est quelque chose que je vais peut-être mettre en place, pas comme activité principale, mais comme manière de m'apporter un revenu et me rapprocher de l'indépendance que je vise, gagner de l'argent pour manger et acheter les outils qui me permettront après de produire avec mon ami Rémi nos fameux poêles à bois pour permettre à chacun d'entre vous de peut-être avoir un poêle qui lui convient dans son van, dans sa tiny house, sa yourte, dans n'importe quoi. Être capable d'avoir un poêle sur mesure qui puisse te chauffer, cuisiner, etc. Donc ça, je vais justement être amené à faire ce type de boulot là qui me plaît, qui me convient. Je vais être amené, j'ai certains d'entre vous qui me proposent et qui me demandent si je pourrais contre rémunération aménager des vannes. Allez, je retourne à l'intérieur. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc je pense avoir répondu à toutes vos questions, c'est-à-dire ne pas en avoir oublié. J'espère avoir répondu correctement, de ne pas avoir tapé à côté de la question qui est posée. Si c'est le cas, n'hésite pas du tout à la reposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. La suite de l'aventure, parce que pour moi ça reste une aventure et ça va être la plus grande je trouve, va être de trouver comment être autonome financièrement tout en sachant le capital que j'ai, c'est-à-dire que j'ai 2000 €, un truc comme ça sur mon compte, j'ai un van, j'ai quelques outils, j'ai pas beaucoup, par contre j'ai beaucoup de savoir-faire. Par contre il faut que j'apprenne ce que c'est l'argent, parce que j'aime pas l'argent depuis je ne sais combien d'années, donc je suis en train de me cultiver par rapport aux finances, l'argent, etc. Je trouve ça très intéressant. Et donc comment je vais arriver à avoir suffisamment ou trouver une solution pour avoir un terrain autre, je sais pas, peut-être que je trouverai, sur lequel je pourrais installer et fabriquer ma maison, mon atelier, développer mon potager pour viser le plus possible l'autonomie. C'est le rêve que j'ai depuis que je suis gosse, depuis que je suis tout petit. J'ai envie de tout savoir faire moi-même. Et un petit peu pour simplifier, pour moi, vu que je suis pas capable de me nourrir, je suis pas capable de vivre. C'est aussi simple que ça. L'aventure, elle est continue. Et comme j'ai l'habitude de finir mes vidéos, même si dernièrement je l'ai un petit peu moins fait, n'oubliez pas, partageons. Oh, et si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux rejoindre mes amis Patreon.